Alors aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets qui n'ont rien de nouveau en soi. L'obsolescence technologique d'une part, et puis la sobriété numérique, autrement dit la maîtrise des impacts environnementaux. C'est deux sujets dont on entend parler depuis très très longtemps, mais on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi ça devient encore plus important qu'il y a quelques années. Et surtout, ce sont des sujets qui sont très compliqués à traiter. On n'a jamais le temps de s'en occuper, on est toujours débordé sur des projets, sur adresser des besoins des métiers. Et c'est des parents pauvres, en fait, ces sujets-là, les serpents de mer, comme on dit. Donc, du coup, on va voir aujourd'hui pourquoi il faut les traiter, comment on peut les traiter et en quoi ça peut être relativement intéressant et assez rapide à mettre en œuvre. Alors, on va d'abord revenir sur non pas des définitions, non pas un cours sur l'un ou l'autre, mais quelques points de vue, quelques chiffres qui vont nous intéresser pour vous redonner la dimension en fait, du sujet et pourquoi ça devient de plus en plus important. Ensuite, Alexandre Pouenarou, ici présent, je suis Edouard Chazard pour ma part, va vous expliquer comment on peut s'y prendre, comment on a déjà traité ces sujets-là en fait, chez certains de nos clients. Et après, on vous expliquera de manière générale l'informatique raisonnée, qu'est-ce que c'est pour Redsen et pourquoi en fait on en est venu à traiter ces sujets-là. Alors, Redsen, je ne sais pas si vous connaissez, on est 150 en Suisse. Si vous voulez plus de détails, en fait, on a un stand qui est juste à côté, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On s'intéresse à ces thématiques parce qu'on est certifié Bicorp depuis 2021. Je crois bien qu'on est la première société de services en Suisse à l'être d'ailleurs. Et c'est des thèmes qui ont toujours résonné chez nous depuis quand même pas mal d'années, depuis la création. Donc là, on essaie de contribuer également. Alors, avant de commencer, on propose un petit jeu. Je vous suggère de prendre vos smartphones de Natel, puis vous allez pouvoir toucher le QR code qui est en haut à droite, en haut à droite. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller sur menti.com, et c'est un peu plus fastidieux, mais saisir le code qui est en dessous. Voilà. Alors, dès que vous êtes connecté, vous pouvez cliquer sur le petit pouce, et c'est assez drôle, ça fait des petits pouces qui sortent. Alors, je vois qu'il y en a 11, 13, 14 personnes. Ah, ça fait pas des pouces. Alors, il y a un petit délai. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Les pouces, ça fait juste sortir des pouces. Voilà. Ça va venir. 19, 20. Alors, écoutez, on va dans quelques secondes encore et puis on va y aller. Je ne sais pas combien vous êtes, on n'a pas de point du compte. Voilà, alors vous inquiétez pas, il n'y a aucune capture de données personnelles ou quoi que ce soit. Quand vous êtes connecté, il y a un pseudonyme d'Emile qui a été mis par défaut par l'application, par Menti. Retenez-le, comme ça vous verrez votre score, et on a choisi de surtout pas capter vos vrais noms, prénoms. Voilà. Alors écoutez, ça m'a l'air tout bon. On va pouvoir démarrer. Alors le but du jeu, ce sont des questions tout bêtes qui vont vous être posées, c'est du QCM. Et à chaque fois, il faut essayer de trouver la bonne réponse. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Et on va revenir après sur le pourquoi de ces questions derrière. Alors, première question. Alors, l'industrie du numérique, les services numériques, est-ce que c'est 2 fois plus polluant que l'aviation civile, l'élevage animalier, l'agriculture ou le luxe? Le résultat est assez surprenant, vous allez le voir. 10 secondes. Voilà, et ben voilà, oulala, je vois que les gens sont bien avertis déjà sur le sujet. Effectivement, c'est ultra surprenant. Mais on fait 2 fois plus de dégâts que l'aviation civile. Alors, cela dit, quand on dit service numérique, c'est tout Internet, tout le streaming, notamment Netflix et des choses aussi non catholiques, qui en fait, à eux seuls, font à peu près pas loin de 50% de l'impact. Donc le monde de l'entreprise est bien plus faible que ça, mais néanmoins, c'est surtout ce qui est inquiétant, c'est que c'est galopant. Alors, question suivante. Quel pourcentage des émissions totales de CO2 équivalent le stockage représente-t-il? Le stockage, c'est pour stocker des fichiers, des vidéos, etc., etc.
Alors, est-ce que c'est 2%, 22%, 44%, 66%? Question piège. C'est le pourcentage du total. Bon, alors, ouais, c'est un piège. En fait, si vous avez 4% d'émissions totales, enfin, sur le service numérique, si ça fait 4% du total, le stockage, c'est forcément un peu moins que 4%. Il y a tout ça à la course. Alors, non, c'est ça qui est très important, c'est que le stockage, le fait de stocker des fichiers, ça fait déjà la moitié des dégâts en termes d'impact environnemental. Ça, c'est la notion qu'il faut retenir, surtout quand on voit qu'on a des croissances. Chez certains, on est quasiment à 20% par an, n'est-ce pas? Et donc, oui, ça galope assez vite. Alors, question suivante. Selon le Gartner, quel pourcentage du budget IT faudrait-il consacrer au traitement de la dette technologique, c'est-à-dire faire des migrations techniques, de la remédiation, des choses comme ça? 1,5, 5, 15% ou 50%? Les projets, c'est à peu près 20% du budget du DSI. La maintenance évolutive, c'est à peu près 20%. La gestion des infras, etc. Au total, support, etc., c'est à peu près 60%. C'est pour donner des ordres de grandeur. Effectivement, la bonne réponse, c'est 15%, ce qui est un peu inquiétant quand on le voit comme ça. Alors, ça dit, quand on fait un renouvellement, une refonte applicative, en fait, on fait du traitement de l'obsolescence. C'est pour ça que c'est un peu misleading parfois. Néanmoins, 15%, c'est ce qu'il faudrait en continu. Et c'est énorme, c'est pour ça qu'on se laisse déborder. Question suivante. Quelle est la part d'organisations qui ont été victimes d'une attaque dans le monde en 2022? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est qu'une partie? 35, 48, 71 ou 86%? C'est une cyberattaque. Cyberattaque, pardon. Voilà. Alors on attend que ça s'affiche. Bon, résultat, c'est 71%. Je me demande si c'est pas un peu plus en vrai, en fait, parce que si on élargit à tout ce qui est tentative de phishing et compagnie, ça, je pense que tout le monde est concerné. Bon, en tout cas, ça veut dire que personne n'est vraiment épargné. Alors, je crois qu'on a fini. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu vos pseudonymes automatiques. Voilà, on a deux grands gagnants, Casper, Skit et Omer, 3 grands gagnants. Voilà. Ouais, bravo à vous. Vous avez rien gagné. L'idée, c'était de revenir en fait sur la suite. Alors, tout d'abord, on va revenir sur la notion d'impact environnemental. Le Green IT, ça fait 10 à 15 ans en fait qu'on en parle. Dans la pratique, tout le monde s'y est intéressé, toutes les consciences sont éveillées. On a plein de sociétés, d'organisations, notamment ici Resilio par exemple, qui œuvrent beaucoup pour un peu prêcher la bonne parole. Donc, la prise de conscience, je pense qu'on est à peu près au bon niveau, on est à peu près là. En revanche, quand on regarde les actions concrètes des sociétés, des organisations qui arrivent à avoir une influence, à réduire en fait l'impact environnemental concrètement sur les services numériques, je parle, ça c'est quand même beaucoup moins pour. Alors pourquoi c'est un problème? Tout simplement, aujourd'hui, l'IT, c'est 4%, comme vous voyez dans le questionnaire, c'est 4% de l'impact environnemental total, enfin la production de CO2, gaz à effet de serre en fait, total dans le monde, aujourd'hui en 2020. D'ici 20 ans, on pense que ça va faire plus que doubler, donc on va arriver à 10%. Ce qui veut dire que si tout continue comme ça, les services numériques auront plus d'impact sur la planète, d'impact négatif, que tout le secteur résidentiel. Donc, construction immobilière, chauffage, électricité, consommation, etc. Donc ça commence à être vraiment significatif. C'est inquiétant également parce qu'on a une croissance des services du numérique qui est galopante. En fait, c'est 15% en moyenne par an. On a des clients, nous, ici présents d'ailleurs, on a eu des croissances beaucoup plus élevées, on est plutôt à 20%. Donc 20% par an, ça fait doubler tous les 5 ans. Donc c'est quand même assez significatif. Et donc en fait, il est temps de se préoccuper du sujet. Alors, en plus, on va avoir un autre effet qui se coule, qui est la consommation énergétique.
Service numérique, aujourd'hui, c'est extrêmement dépendant des approvisionnements en énergie, puisque ça consomme 10% de l'électricité qui est produite dans le monde. C'est assez surprenant, c'est un chiffre qui est absolument énorme. Vu les problématiques qu'on connaît aujourd'hui avec la crise énergétique, il faut bien se douter que si ça continue à grandir, on continue à avoir des problèmes d'approvisionnement en énergie, on va pas tarder à avoir des soucis vis-à-vis de ça sur l'IT. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, puisqu'on bascule dans le cloud, on fait appel à des services managés, c'est le problème des hébergeurs et des opérateurs de services. Ben oui et non. Oui et non, en fait, puisque derrière, s'ils ont un problème, vous allez avoir le mail, ils vont le répercuter en fait sur vous dans la foulée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se dit qu'il est temps d'agir. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, il y a un truc tout simple à regarder, qui est le petit graphique en haut à droite. Vous voyez, ça c'est le cycle de vie d'un actif matériel. Donc, le fait de le fabriquer et de le faire livrer, ensuite de l'installer, de l'utiliser, d'assurer le support, etc. Ce dont on se rend compte, c'est que 80% de l'impact, il se fait sur la première case, qui est l'achat et la livraison en fait, de l'actif matériel. C'est ce qui est démontré sur le graphique en dessous, ça c'est tiré d'un cas client. Alors, c'est pas des serveurs, c'est du user computing, donc des téléphones, du PC, etc. Vous voyez qu'à chaque fois, la partie bleue sombre, c'est la plus importante. Donc, si on veut faire simple et efficace, si on veut réduire son empreinte en fait, environnementale le plus vite possible, le premier truc à faire, c'est regarder à minimiser l'achat de nouveaux équipements. C'est bête comme chou, ça paraît en fait assez simple, mais pourtant c'est bien le levier le plus efficace à court terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le reste, évidemment. Ça veut dire que si on veut maximiser l'impact avec un minimum d'efforts, c'est d'abord ça qu'il faut, sur quoi il faut se concentrer. Alors là, je parlais d'actifs matériels, les actifs logiciels, c'est une petite autre histoire. Un logiciel ne pollue pas, c'est la machine qui le fait tourner en fait qui pollue. C'est les gens qui s'occupent de la maintenance et du support, donc leur transport, le fait d'avoir des mètres carrés, de chauffer les bureaux, qui va avoir un impact. Donc c'est un impact indirect. C'est pour ça que quand on cherche à réduire l'impact environnemental, on va se focaliser sur les actifs matériels, ça tombe bien, c'est plus simple, et les actifs logiciels, c'est plutôt les aspects mètres carrés et réduction des impacts environnementaux des équipes en fait qui sont à regarder. Comment on fait pour le baisser l'impact? Comme je le disais, le premier levier, c'est pas le seul. Hein. Et le premier, c'est de minimiser en fait les achats, autrement dit, minimiser les stocks, éviter les doubles équipements, essayer d'éviter les doubles écrans lorsque c'est possible, et puis essayer d'utiliser au maximum, allonger les durées de vie, etc. C'est aussi simple que ça, mais quand on a un parc gigantesque, parfois on ne sait pas par quel bout de prendre, ni où on a en fait des problèmes. Donc on va voir après avec Alexandro comment on fait pour traiter ça. Sur l'obsolescence, vous allez me dire mais pourquoi on parle d'obsolescence d'un côté et puis d'impact environnementaux de l'autre. Vous allez voir qu'en fait c'est lié, les deux sont liés, et surtout le fait de traiter les deux, c'est quelque chose qui peut être fait d'un front commun, Alexandre va vous l'expliquer. L'obsolescence, c'est quand c'est un problème qu'on a surtout sur les logiciels, parce que du matériel qui est obsolète, en général on sait à peu près bien le remplacer, puis lorsqu'on se casse, on est obligé de le remplacer. Le vrai problème qu'ont les DSI, c'est l'obsolescence logicielle. Tout simplement parce que c'est compliqué à gérer, ça fait des problèmes de compatibilité, ça fait surtout des problèmes de sécurité derrière. Et c'est un truc, quand on est DSI, les métiers ne veulent jamais investir sur le traitement en fait, de l'obsolescence. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est concerné. On a ici des chiffres un peu génériques, 85% des entreprises ont des logiciels obsolètes. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que c'est rare d'être en dessous de 20-25% d'obsolescence des composants logiciels. On a des clients où ça monte à 60%. Le logiciel obsolète, c'est un logiciel sur lequel il n'y a plus de support de l'éditeur. Il n'y a plus de patching, on ne peut plus assurer la sécurité du truc. Et quand on dit composant logiciel, ça peut être des OS, des serveurs, des bases de données, etc. C'est un vrai problème cette obsolescence, parce qu'aujourd'hui déjà, on passe énormément de temps dessus. Gartner nous disait qu'il faudrait passer 15% du budget sur le traitement de l'obsolescence. Aujourd'hui, un développeur, c'est le 13,5 heures qui est en bas à droite, là, passe en moyenne 30% de son temps en fait, à traiter des problématiques d'obsolescence pour assurer la compatibilité quand on change de version, faire des migrations, etc. Donc c'est pas neutre en fait, hein. C'est un problème qui en plus est grandissant parce qu'on a de plus en plus d'actifs, donc de plus en plus de logiciels qu'on rajoute dans le patrimoine. On arrive de moins en moins en fait, à traiter leur obsolescence. Donc les courbes, en fait, ça s'aggrave.
Et en plus, on a des éditeurs qui ont tendance à accélérer les releases en fait, qu'ils font sur leur logiciel, en fait, sur leurs composants. Donc on a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Donc c'est vraiment gênant. Le plus gros problème, c'est pas tellement d'avoir des trucs vieux, c'est plutôt d'avoir des actifs du coup qui deviennent vulnérables. La cybercriminalité a explosé en fait ces dernières années. C'est monétisé. Aujourd'hui, il y a des sociétés, plusieurs milliers en fait de collaborateurs dont c'est métier en fait. Ils font pas du hacking très savant ou très fin en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se contentent de surveiller les failles qui sont relevées sur les versions de composants, de bases de données, de plein de choses, et ils vont exploiter ça en masse, sans distinction, etc. Les premiers perdants à ce jeu-là, c'est les organisations qui sont un peu moins matures, qui ont déjà des problèmes d'obsolescence. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, on ne se sentait pas trop concerné, quand aujourd'hui, même une petite ville, un petit hôpital, va être la cible d'attaque non dirigée mais massive. Donc ça devient un problème de sécurité qui est quand même assez préoccupant. Alors comment fait-on pour adresser ça? Alexandre, tu vas nous l'expliquer. Voilà, je te laisse officier. Merci Edouard. Rebonjour à tout le monde. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on va s'y prendre pour faire tout ça. D'abord, je vais commencer par la sobriété numérique. Sobriété numérique, Edouard vous a expliqué les grands principes. On peut l'avoir en 3 étapes, la gestion de la sobriété. D'abord et avant tout, on ne peut pas résoudre quelque chose qu'on ne connaît pas. Bien évidemment, forcément, il y a besoin de passer par une étape de mesure pour savoir où on habite, à quel point nous avons mal. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On essaie de voir comment on peut transformer ça en opportunité. Typiquement, on a un impact environnemental à mesurer. Est-ce qu'on veut réduire les PC, tel achat? Donc on est en train de faire un plan d'action. Donc on va lister les opportunités. Bien évidemment, on ne peut pas pouvoir tout traiter d'un coup et à tout moment, peut-être tout court. C'est pour ça qu'il y a besoin de hiérarchiser. Donc jusque-là, on est dans le plan classique. Puis la troisième étape, vous allez dire, c'est du grand classique, oui, ça ressemble à du lean. Forcément, ça ressemble à du lean. Donc la troisième étape, on est sur le plan d'action. On prend tout ce qu'on a identifié comme opportunité, trier ou pas trier, on se dit, voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude, un projet, etc. On se met en route. Et puis la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend comment on regarde, il va falloir recommencer. Donc on regarde depuis le début, on remesure. L'avantage de ça, il y en a plusieurs. Déjà, on va se poser les bonnes questions. Parce que, comme vous avez pu le constater, ça bouge vite. Donc, une mesure qu'on a faite il y a 3 mois, peut-être plus d'actualité. Donc, il va falloir se poser sans cesse les bonnes questions. Et uniquement de cette façon-là que vous allez pouvoir vous approprier ce processus-là et le faire vivre dans votre organisation. Parce que c'est bien joli de le faire en one-shot. On va dire, tiens, c'est super, on a réglé les problèmes. Puis, mécaniquement, ça revient 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Donc, la clé est dans la répétition du geste, avec des bonnes métriques et l'appropriation. Maintenant, si on regarde comment ça se passe côté obsolescence, vous allez me dire, c'est la même slide. Effectivement, c'est la même slide. Et c'est volontaire. Bon, il y a les couleurs, vous allez me dire, il y a du bleu là, effectivement ça change, et puis dans le premier carré, on mesure l'obsolescence. Et puis c'est tout. Parce que, in fine, c'est la même mécanique, la même cinématique. Si on veut juguler l'obsolescence, il va falloir commencer par la mesurer, par faire un plan d'action, y revenir. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on les présente ensemble, et puis on va vous détailler un peu plus loin quel est notre maître mot là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les aborde ensemble? On les sépare? Bon, j'ai un peu donné ma conclusion en amont de phase. Donc, évidemment, notre proposition, c'est de les tacler de front, pour la simple et bonne raison, parce qu'on peut créer des synergies et produire plus de valeur si on les traite ensemble. Tous ces leviers-là vont se potentialiser et vont donner des résultats. Que ce soit la limitation de la consommation, le décommissionnement, la standardisation, le reuse, tout ça, c'est ni plus ni moins que de l'informatique raisonnée. C'est du bon sens, de la sagesse. Jusque-là, on est vraiment dans du grand classique. Et pour l'illustrer, je vais vous citer 2 exemples. Normalement, si j'ai fait bien mon boulot, ça va vous parler. Donc le premier, c'est tout le monde dans son organisation connaît les problématiques des serveurs qui vieillissent plus ou moins bien. Là, je vais prendre un exemple d'un serveur qui est vivant et qui vivote. Il y a 6 mois, il n'y a plus d'activité dessus. Si on décommissionne ce serveur-là, en vrai, qu'est-ce qu'on fait? On est en train juste de fermer une petite porte qui était peut-être entrouverte vers un pirate. On est en train de réduire une consommation électrique. On met à la poubelle quelque chose qui ne sert à rien ou on recycle. On réduit les coûts instantanés. Et puis surtout, on crée
on crée aussi de la valeur parce que les gens qui travaillent sur ce serveur-là, ils vont pouvoir se libérer pour faire autre chose. Vous voyez? Un deuxième exemple tiré aussi de ce qu'on voit au quotidien, ça, je mets vraiment à couper qu'il y en a un peu partout. Donc, typiquement, les petites applications sur mesure qui font des paiements, qui gèrent de la finance. Ça, il y a tout le monde qui est un peu partout. Sauf que ça fait quelques années qu'il y a une révolution, il y a des mastodontes qui arrivent, des SAP pour pas les citer, qui font ça un peu mieux. Donc, on se retrouve face à un projet de migration d'un petit applicatif sur mesure vers quelque chose de plus standard. Quand on a réussi ce type de migration, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pareil, on est en train de fermer potentiel portable pirate, parce qu'il y a un logiciel de moins, il y en a un qui a été foutu à la poubelle, on réduit les coûts, etc., etc. Ouais, c'est un petit peu la même musique qui est en train de s'installer. Puis effectivement, c'est pas 100% la même chose, on le voit, mais c'est assez proche. Donc autant faire une paire de coups et y aller ensemble. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je suis bien conscient que les budgets ne sont pas illimités et parfois, on ne peut pas tout faire. Donc, au lieu de rien faire, quand on n'est pas sur cette idée-là, il vaut mieux commencer bien évidemment quelque part, quitte à adapter le scope et aller un peu plus loin à l'avenir. Voilà, maintenant, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je fais une jolie slide de consultant, 4 étapes, etc. Je vais essayer d'être le plus concret possible et je vais vous donner des exemples tirés de la vraie vie. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre approche tirée de l'expérience client qu'on a pu avoir ces derniers temps. Et au milieu, il y a quelque chose, bon, j'aurais dû l'enturer d'ailleurs, la gestion du cycle de vie des actifs, parce que, in fine, c'est la clé de voûte de tout ça. C'est pour ça qu'on les traite d'ailleurs ensemble, et c'est pour ça qu'on a commencé par vous dire que ça fait du sens. Parce que du moment où on arrive à mettre sous contrôle le cycle de vie, que ce soit des actifs physiques ou logiciels, les choses commencent à décoller, on arrive à créer de la valeur. Et je vais vous expliquer comment on procède. Tout d'abord, on commence tout simplement par une méthodologie, c'est la recette de cuisine. Il faut savoir ce qu'on veut mesurer, comment on le mesure, et où est-ce qu'on veut y aller. Donc là, dans les faits, on regarde ce que vous avez en stock. Si vous n'avez rien, c'est plus simple, on le fait avec vous. Si vous avez quelque chose en place, on s'adapte. À l'issue de cette étape-là, on pourrait même faire un diagnostic de maturité des pratiques dans l'entreprise et poser une première conclusion, à quel point j'ai mal docteur, tout simplement. Pour aller plus loin, on va passer dans du concret. Donc on sort de l'espace théorie, donc on est sur de l'outillage. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, tout d'abord, on regarde votre CMDB, donc on regarde ce qui se passe, est-ce qu'elle est utilisée, est-ce qu'elle est à jour. On regarde votre infra, donc on la passe au peigne fin, puis on regarde le logiciel. Et comment on fait ça? Donc là, pour le coup, on ne fait pas nous-mêmes avec nos petits bras, on a des partenariats, donc on a un partenaire avec EasyVirt, on a d'autres partenariats aussi avec Everteam de mémoire, et puis on s'appuie sur les best practices qu'il y a au niveau du marché, que ce soit pour l'obsolescence ou pour la sobriété numérique, notamment avec Green IT et tous les travaux qu'on a réalisés là-dessus, Boa Vista ou autres. Et concrètement, on va vous montrer des KPI. Et là, je vais prendre juste 30 secondes pour vous dire lesquels, justement, pour sortir encore une fois de l'espace théorique. Donc, on est capable à ce stade-là de vous dire quel est le taux d'obsolescence de votre organisation. Typiquement, Edouard parlait de 60%, on peut vous dire, là, vous êtes à 40%, et on peut décortiquer par ligne métier. On peut vous dire, par exemple, sur la finance, vous êtes à 50%, et ça fait mal sur tel logiciel, il vous reste 3 mois pour remédier, et vous savez, il y a peut-être 2 ou 3 initiatives qui sont en cours. Donc on peut avoir une vue assez holistique de ce qui se passe au niveau de l'obsolescence. Maintenant, si je regarde sur le pendant, sur la partie sobriété numérique, on est capable d'analyser votre VM, vos machines virtuelles, au niveau de vos data centers, vous dire la consommation qu'il y a actuellement, et souvent c'est sous-dimensionné, c'est pas un reproche, c'est un constat, et on peut vous dire comment on peut optimiser ça. Donc, typiquement, combien de VM on peut entre guillemets tuer pour faire la même chose. Là, évidemment, il y a un gain au niveau de la consommation électrique, impact environnemental, et aussi au niveau argent, clairement. Voilà. Jusque-là, nous sommes sur les 2 premières étapes. On a perdu, mais ça va revenir. Donc, la 3e étape, vous êtes bien d'accord avec moi que tout ça, c'est bien beau, mais il faut le mettre en musique. Donc, il faut un peu de muscle, il faut un peu d'entraînement. Et c'est là où il y a la partie processus qui arrive, qui va nous aider justement à implanter ça dans notre organisation. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Donc là, on cherche juste à savoir le quoi, qui, quand, comment. Classique. Par contre, il y a un point qui est important. Ces processus-là, il ne faut pas qu'ils existent seulement dans le coin. Il faut les intégrer dans notre processus entreprise. Donc là, notamment, on va savoir comment on fait tous ces calculs-là et comment on va rendre éligible une nouvelle initiative à un plan de rémédiation. Je vais détailler un peu plus tard. Et ça, encore une fois, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail des processus parce que vous le savez, vous avez l'habitude de manipuler ça au quotidien. En revanche, là où ça fait beaucoup plus de sens de s'attarder, c'est sur le pilotage, c'est la 4e étape
Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une méthode, on a des outils, et on a décrit sur le papier comment on fait. Mais en vrai, on n'a rien fait à ce stade. Okay, et c'est là où il y a tout notre savoir-faire, l'accompagnement qui rentre en jeu. On va vous aider à structurer la démarche. Okay, il y a tout un tas de bonnes questions à se poser. Je vais vous en citer quelques-unes. Typiquement, c'est quoi la stratégie de réponse? Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros mot stratégie de réponse? Typiquement, on a des choses qui sont obsolètes, qu'on ne va peut-être pas traiter. On va essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Il y a des choses qui sont obsolètes ou on veut réduire l'impact environnemental qu'on va traiter en premier. Donc, on va vous aider à mettre les priorités. Okay, et puis, bien évidemment, on ne peut pas faire tout seul. Donc, on va regarder ce que vous savez faire en interne. On va voir ce qu'on peut chercher sur le marché et on va vous aider à chercher de l'aide là où il y a besoin. Okay, il y a quand même une petite astuce, enfin, pas des moindres, mais qui est très importante. C'est à cette étape-là que vous allez embarquer votre structure. Donc, c'est à cette étape-là que vous allez mobiliser les métiers, vos collaborateurs, vos partenaires, et ça reste le clé. Donc, je reviens sur les processus. Les processus ne doivent pas être seuls dans le coin. Et pareil, la roadmap du plan de rémédiation, il faut que ça s'inscrive dans une roadmap globale. Il faut la communiquer, il faut à toute évidence discuter avec vos métiers, il faut la faire approprier au niveau de la structure. Et ça, c'est fondamental. Pour vous citer deux exemples de ce qu'on a fait à ce stade, donc on a travaillé pour un grand groupe horloger, justement sur la partie sobriété numérique, impact environnemental. Nous les avons accompagnés d'abord sur un diagnostic. Ils voulaient bien évidemment optimiser, mais ce qu'on leur a expliqué, c'est qu'avant d'optimiser, il faut savoir à quel point ça fait mal. Donc on les a accompagnés sur le diagnostic, on a défini un plan d'action et on les a aidés sur la mise en place. Pour la réalisation de l'obsolescence, donc on a accompagné un canton justement sur un plan de digitalisation. Le plan de digitalisation avait comme bras de levier, comme bras armé, l'obsolescence. Donc on voulait, à travers l'obsolescence et son éradication, mettre en place un plan de digitalisation. Donc là-dessus, nous avons travaillé pendant 9 mois, donc on a à peu près décrit ce cercle-là, et c'était un succès. Comme vous voyez sur le papier, ça a l'air à peu près simple. Ceci dit, il y a quand même quelques compétences pointues qu'il faut avoir, une capacité à structurer et du drive. Donc il faut y aller, il faut mettre du muscle pour que ça réussisse. La bonne nouvelle, on a commencé par vous dire c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive. Je ne dis pas que c'est pas fastidieux, mais on y arrive. On a une bonne recette pour y aller. Et surtout, par rapport à ce qui se passe en ce moment, avec la crise climatique et puis avec les cyberattaques, il est plus que jamais le temps d'y aller. Voilà, maintenant on va regarder qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça. Bon, les bénéfices, si je commence à vous dire on va rémédier l'obsolescence, on va réduire l'impact environnemental, vous allez me traiter de charlot, et c'est vrai, parce que bon, ça c'est annoncé et puis c'est déjà vendu. Mais il s'avère qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes qui peuvent en découler. Donc typiquement, comme Edouard a expliqué au tout début, savoir mesurer, ça devient fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas peut-être toutes les lois qui sont sorties, mais bientôt ça va sortir. Puis surtout, on va vous demander de plus en plus de montrer patte blanche là-dessus. Donc là, c'est, excusez l'anglicisme, c'est un no-brainer. Mettre sous contrôle les dérives de croissance et d'obsolescence. Donc on l'a vu à la vitesse à laquelle ça va sur le physique et sur le logiciel, voilà, vous n'avez pas le choix que de commencer à serrer la ceinture et de maîtriser. Et puis, bon, ça découle de tout ça, les risques. Vous avez l'habitude de piloter les risques, c'est le devoir de la DSI, face à la cybercriminalité qui remonte et surtout face aux demandes de plus en plus de la part de vos métiers sur les SLA, on n'a plus le choix, on ne peut pas dire tiens ça marche plus parce que c'est obsolète et ça tourne plus. Ça passe pas comme argument. Donc il va falloir juguler et puis mettre sous contrôle. Maintenant si on regarde les aspects au niveau finance, c'est toujours sympathique d'annoncer une bonne nouvelle, on a fait une réduction de coûts bas. Là il se trouve que vous allez pouvoir le faire. Dans certains cas, cette démarche peut être autofinancée. Je ne vais pas m'engager plus que ça, ça dépend aussi de la teneur, de l'ampleur de ce qu'on va mettre en place. Mais on peut constater des ROI à un an, okay, par rapport à l'investissement qu'on met sur la démarche, ce qu'on fait gagner par la suite. Puis pour aller plus loin, il va falloir apprendre à se serrer la ceinture. Donc ça, c'est sûr que je ne vais pas le redire, c'est un fait. Et puis pour finir, on va finir sur les people, sur les personnes. Donc vous allez pouvoir embarquer votre structure. Donc, à la fois pour le métier, ça va être intéressant, mais également pour vos collaborateurs. Pour le métier, pourquoi? À court terme, peut-être pas tout de suite, parce que vous allez travailler sur l'obsolescence, mais une fois que vous allez mettre sous contrôle ce cycle-là, vous allez pouvoir gagner de la bande passante pour traiter le vrai sujet. Puis pour les collaborateurs également, ils vont pouvoir travailler à la fois sur la sobriété numérique, qui est un sujet très intéressant, mais également sur des projets à l'avenir avec le métier.
Et il me semble que c'est tout. Hein. Donc, je crois qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Voilà. Donc, merci beaucoup, Alexandro. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a présenté, c'est vous devez avoir une mesure industrialisée. C'est pas si simple que ça. Il y a des mécanismes à mettre en place, un petit projet à faire pour avoir des outils de mesure. Et deux, la clé, c'est que c'est un processus de continu. Autrement dit, c'est des sujets qui sont intégrés complètement dans votre processus et dans votre gouvernance. C'est là où c'est un peu compliqué à faire. Et c'est ce qu'on a pu développer en fait, comme savoir-faire ces dernières années. Voilà, alors on va vous laisser la parole. Les QR codes, c'est pour avoir nos coordonnées. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 10 minutes à peu près. Oui. La notion de consommation en énergie, 10% sur la valeur totale, vous parlez d'un travail sur cette obsolescence pour optimiser aussi la consommation. Est-ce qu'il y a des axes par rapport au développement pour faire de l'optimisation? Est-ce qu'on va forcément consommer plus? Alors oui, c'est tout un sujet. En fait, il existe aujourd'hui des référentiels de dev, des bonnes pratiques plutôt, si vous voulez dire, de dev qui permettent d'alléger. On connaît tous le graphique où Python c'est génial. Non, c'est quoi? C'est lequel qui est le moins consommateur? C'est Python, ouais. Python, pardon. Python qui est beaucoup plus économe que .NET, Java et compagnie, même Java qui sont beaucoup plus lourdes. Alors ça a une influence effectivement sur la consommation d'une application une fois qu'elle est mise en ligne. Alors c'est à faire, ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce que 80% de l'impact il est sur le fait d'acheter ou pas des serveurs. Donc par contre, dans la même logique, investir sur l'industrialisation, sur les DevOps, je vais dire le gros mot, sur du cloud privé, IaaS en fait dans Azure, etc. Là vous arrivez à utiliser et optimiser l'utilisation des machines, ce qui fait acheter moins de machine, ce qui fait moins de dégâts. C'est aussi dans cet esprit-là qu'il faut réfléchir. Effectivement, ça existe. Et c'est pas, il faut aussi le faire. Alors. D'autres questions? Oui, là. C'est juste une question. Donc, est-ce que la méthodologie que vous présentez, ça va bien sûr aussi à la donnée? Est-ce qu'on est plus sur notre terrain? Merci beaucoup pour cette question, parce que comme toujours, la donnée c'est la vie, la donnée c'est la source de tout. C'est facile à dire tout ça. Quand vous n'avez pas les données, c'est compliqué. Donc sur comment on fait? Alors déjà, c'est quoi la fameuse méthodologie dont tu parlais, Alexandre? Je vous remercie beaucoup pour poser la question, parce que c'est un truc qu'on s'était interdit de rentrer dans les détails, et pourtant c'est passionnant. En fait, les méthodologies qu'on utilise pour recalculer, recomposer les impacts environnementaux d'une part, le taux d'obsolescence d'autre part, ou bien même d'ailleurs la structure de coût en fait, on se base sur des méthodes qu'on appelle ABC, Activity Based Costing. Je prends un exemple. Je livre un PC à quelqu'un. En fait, un PC, c'est pas juste une machine qu'on a achetée, ça là-dessus, l'impact environnemental, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il y a des bonhommes pour s'en occuper, pour le livrer. Il y a une borne Wi-Fi, une code-part pardon, de la borne Wi-Fi pour faire du réseau. Il y a une code-part du service d'impression en fait, qui est derrière. Il y a tous les services collaboratifs qui eux-mêmes tournent sur des machines. Pour calculer le vrai coût complet TCO version impact environnemental, en fait, il faut faire un assemblage assez savant de tous ces providers d'impact, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors, en général, on ne s'embête pas. On le fait sur la base de chiffres qui sont donnés par le green native, ou alors on va chercher des mesures chez les constructeurs, mais on sait qu'elles ne sont pas toujours fiables. Donc on arrive à retoucher en fait ces mesures-là. Et surtout, quitte à mesurer les impacts environnementaux, on mesure quoi aussi? Les coûts. On mesure également la partie obsolescence, parce qu'un service qui est composite, il est plus ou moins obsolète. Donc on arrive à reconstituer comme ça des indicateurs qui permettent derrière, qui sont utilisés pour prioriser, en fait, pour savoir où est-ce qu'on a le plus mal et avoir une mesure fiable. Ce qui est très important dans la méthodologie de mesure, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur une méthode, derrière, elle ne bouge plus. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est observer les variations, aller lancer des actions qui font varier en fait cette mesure. Donc, si vous changez toujours le référentiel de mesure, ça ne marche plus. Voilà. Donc il y a quand même un investissement au départ sur cette méthode. Le problème des données, il se contourne de différentes manières. Il y a Excel, j'exagère, mais à peine en fait. Parce que parfois on est obligé de reconstituer beaucoup en fait à la main au départ. Et souvent en fait ce qu'on fait, c'est qu'on ne s'embête pas. On s'appuie sur les agents que vous avez, sur les outils de Discovery, donc il y a fait par exemple sur les PC. La solution
EasyVirt, voilà. EasyVirt, c'est un partenaire à nous. Eux, ils ont développé un agent qui se met sur les consoles VMware en administration, qui permet de sortir énormément de données en semi-automatique en fait, de ces choses-là. Donc on trouve les meilleurs moyens pour à la fois exploiter ce que vous avez déjà, boucher des trous de manière plus ou moins exacte en fait, lorsqu'il y a un manque de données. Et effectivement, c'est le nerf de la guerre au départ. Comme tu disais Alexandre, une fois qu'on a les données, ben, ça fait pas tout. Juste pour compléter en 2 mots, on peut vous aider aussi si vous n'avez rien. Je disais, on peut vous aider à mettre en place. Ça nous arrive des fois de voir des gens qui ont de la CMDB, mais en fait, il n'y a rien. On peut vous aider clairement à mettre ça en place, à produire de la data. Donc, on peut le faire one shot pour calculer, mais après, on peut vous aider, on peut vous apprendre à marcher à l'avenir. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions. Ouais. Bon, parce que l'idée, de manière générale, vous avez vu que c'est une logique d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on travaille assez vite, nous, sur les aspects processus et gouvernance. Parce que la donnée, si elle est mauvaise au départ, c'est pas pour rien, hein, parce qu'il n'y a personne pour la mettre à jour. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut aller aussi sécuriser quelque part ça. Et c'est essentiel de pouvoir le faire en continu. Est-ce que vous auriez d'autres questions sur le temps qui nous reste? Monsieur Seyfried? Non? Pas de question. Ouais. Oui, de toute façon, on est disponible sur le stand de Radset qui est juste derrière. Merci beaucoup pour votre attention.